Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le Pré. Donc je vous souhaite tous une bonne année 2024. Je vous remercie de tous les soutiens que vous m'apportez, les nombreux mails que vous m'envoyez et les SMS, plus toutes les interventions que vous faites sur les réseaux, Twitter, j'en passe et des meilleurs. Donc déjà, en cette début d'année 2024, je voudrais remercier toute l'équipe du SAMU social agricole, puisque finalement le travail qu'on fait au quotidien en France sur le terrain, dans maintenant presque 50 départements, on va bientôt arriver à une cinquantaine, où on intervient. Je vous remercie, je voudrais remercier l'équipe, Michel Bini, mon coprésident, Denis Chauveau également, qui fait un travail énorme, on est plusieurs, un boulot énorme au quotidien, on va dire presque tous les soirs. On a pratiquement des réunions quasi tous les soirs, tellement il y a de dossiers. Alors ça arrive qu'on avale 2-3 dossiers par soirée. On fait jusqu'à 3 personnes certaines soirées. Donc vous voyez un peu ce que ça peut représenter. Merci à Alain Deguine qui gère tout ce qui est statut partie administrative. Merci à Pascal Perraudot, Michel Glaise et tout le reste du conseil d'administration, Pierre Lafitte, Laurent Hélène, enfin tous ceux qui participent, tous les nouveaux arrivés, Bernard Tesser de l'Aveyron, Thierry Lenaour, je vais en oublier, il y a plein, il y a les jeunes, il y a une commission jeune qui va se créer. Donc je vous remercie tous, parce que c'est un travail d'équipe avant tout, sans quoi on ne pourrait rien faire. Donc on va essayer de tenir l'année 2024, qui sera, je pense, pas moins difficile que 2029. Je pense qu'on aura plus que 2023, pardon. Je pense qu'on aura plus de dossiers en 2024 qu'en 2023. Alors cette année, il faut quand même que je commence par parler d'un élément qui est quand même pas courant, on va dire, c'est les inondations. Je pense à tous ceux qui sont touchés par les inondations, les maraîchers, les céréales. Alors on a des adhérents dans ces coins-là, le 59, le 62, plus toutes les tempêtes qu'ont ravagé les exploitations en Bretagne. Donc malheureusement ça, pour répondre à ce phénomène-là, nous on revendique un changement de politique parce qu'on ne croit pas du tout en cette politique du libre-échange. Mais ça, les tempêtes, les inondations, qu'on soit sur un système économique de la base du libre-échange ou de la charte de la Havane, on n'arrêtera pas les tempêtes et les inondations. Ça, c'est des cas de force majeure sur lesquels c'est l'État qui doit répondre. C'est la solidarité nationale qui doit répondre via les assurances. Évidemment, c'est des phénomènes exceptionnels. Donc voilà, donc je démarre, vous m'avez envoyé un certain nombre de documents en cette début d'année, ça bouge toujours, en début d'année il y a toujours des nouveaux événements. Donc vous avez les vœux, moi je vous ai souhaité les vœux et surtout la santé c'est le plus important. Merci, je le dis encore une fois, de tout votre soutien par rapport au travail qui est fait par l'équipe du SAMU, pas par moi parce que c'est pas moi qui m'occupe le plus du SAMU, j'ai pas mal de boulot, il y en a autour de moi qui en font pas mal. Donc il y a eu également la bonne année à l'Élysée. Pourquoi je vais vous parler de l'Élysée? Parce que c'est important. Vous savez, l'Élysée, beaucoup de décisions se prennent de par le gouvernement. Et chaque année, j'en ai pas parlé l'année dernière, je vous avais souhaité bon appétit. Parce que bon, avant tout, pour que chaque travailleur français se lève le matin et puisse se rendre à son travail, il faut qu'il ait mangé. Bon, les gens en général mangent 3 fois par jour, mais au moins 2. Et je vous avais souhaité bon appétit parce que je voulais interpeller les gens pour leur dire que si on n'a pas de nourriture, on ne peut pas vivre sans nourriture. Donc qui dit nourriture dit paysan. Mais visiblement, nos responsables politiques n'ont pas grand-chose à faire du monde agricole. Ils préfèrent importer la marchandise à moins cher, faire jouer la théorie de Ricardo des coûts comparatifs. Donc là, on a la bonne année. Quelqu'un m'a envoyé la copie de la bonne année. C'est monsieur Éric Touirin, qui est le responsable d'Unigrain, qui est le président de l'AGPB, donc les céréaliers de la FNSEA. Alors eux, bien sûr,
ils sont au petit gâteau et au champagne à l'Élysée, mais ça, c'est pas la bonne année 2024, c'est répétitif ça, c'est tous les ans. Donc ça, vous voyez là, pendant que les paysans travaillent dans leur exploitation, qui sont dans la tempête, dans la boue ou dans l'eau, vous voyez, il y en a qui discutent à votre place. Et en ce début d'année également, vous m'avez envoyé InVivo lance Graphite, une filiale dédiée au commerce de grains bas carbone. Oui, alors, tout ce qui est lié à l'environnement et tout ça, il est bien évident que toutes les multinationales ont un train d'avance sur nous tous, nous les indépendants, sont déjà partis à fond là-dedans pour faire du business comme pour retraiter les déchets des méthaniseurs, etc., etc. Ils créent des sociétés. Ça, rassurez-vous, payer les produits agricoles des paysans, c'est pas possible, ils savent pas comment faire, mais créer de multiples sociétés pour faire du bénéfice sur tout ce qui est possible de faire, y compris les déchets, y compris les bilans carbone demain, où il y a déjà des sociétés qui se sont mis dedans, pour faire du business sur le dos des agriculteurs. Ça va pas changer. Et pourquoi je vous ai parlé de la bonne année souhaitée par Unigrain, le fonds des céréaliers créé en 1963, qui, je vous le rappelle, vous allez voir, pour ceux qui me disent que les agriculteurs sont riches, je vous le confirme, il y en a 20% qui gagnent bien leur vie. Unigrain, où est monsieur Éric Touirin, ancien président de la Chambre d'agriculture, c'est d'Eure ou d'Eure-et-Loire, je ne sais jamais laquelle que c'est l'une des deux. Et ils ont 850 millions de fonds propres. Bon. Et ils ont 1 milliard d'euros qui se baladent à travers le monde, où ils placent dans des entreprises stratégiques de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie. Et pourquoi j'ai commencé par ça en début d'année, à vous parler de ça? Parce que si vous voulez, les décisions, elles se prennent là. Alors je vais vous dire à la fin de ma vidéo ce qu'il faut qu'on commence à faire. Il ne faut pas qu'on reste les bras croisés, hein. On ne reste pas les bras croisés. On essaye de trouver des solutions au quotidien pour répondre à la difficulté des agriculteurs. Mais pourquoi j'ai commencé à vous parler de ça? Parce que Denis, je le remercie, Denis Chauveau, m'a envoyé un document qui circule beaucoup sur les réseaux, vous l'avez sûrement vu, à méditer. 1% des gens sur cette planète contrôlent le monde, vous le savez, les milliardaires possèdent plus de 50, quelques milliardaires, quelques grandes familles. Vous irez faire un tour du côté de la trilatérale, contrôlent le monde. 4% sont leurs marionnettes, 90% dorment. Alors, les marionnettes, vous retrouvez nos filiales, nos multinationales de la FNSEA. Les 1% qui contrôlent le monde, c'est pas eux, hein. C'est les milliardaires, c'est le groupe BlackRock avec qui ils travaillent, parce qu'ils travaillent avec eux, et d'autres, hein, Rockefeller et tout ça, les Rothschild, tout ça vous connaissez très bien, au niveau de la finance, c'est pas des noms inconnus que je vous donne. Donc 1% contrôlent le monde, 4% sont leurs marionnettes. Bon, bah vous voyez, vous avez des acteurs, alors certains les appellent en langage plus cru les collabos. 4% sont leurs marionnettes, 90% du peuple dort, les gens dorment. Il y en a 5% qui le savent. Alors, nous, on fait partie des combattants, on se met dedans, des lanceurs d'alerte, on est au courant de la situation. 5% le savent et essayent de réveiller les 90%. Alors, d'où l'intérêt de faire des vidéos et d'essayer de faire comprendre aux gens les enjeux. Donc, les 5% essayent de réveiller les 90%, mais le problème, c'est que les 1% de milliardaires utilisent les 4% pour empêcher, nous, les 5%, de réveiller les 90%. C'est pas mal, ça. C'est bien expliqué, ça résume tout. Et les 4% qui empêchent le système d'exploser, ils sont rémunérés, bien sûr, par ces multinationales. Et parmi ces 4%, eh ben, on retrouve des gens, des partis politiques et des syndicats qui sont dans ces 4%. Parce que eux, ils sont payés, ils sont financés. Ils sont financés soit par le pouvoir politique, soit directement ou indirectement par le syndicat, puisque ces structures-là nationales sont financées par étapes par KKR, qui est une plateforme américaine à Wall Street, et BlackRock, puisqu'ils travaillent avec BlackRock. Donc vous voyez, nous, on arrive par étapes, pas forcément directement, mais indirectement, on arrive à avoir du BlackRock maintenant qui arrive dans l'agriculture. Alors maintenant, vous m'avez envoyé
Un autre fait important pour ce début d'année, je voudrais les saluer, les remercier, parce que quand les gens font un travail, il faut les remercier, quelles que soient les tendances politiques et syndicales. La Confédération paysanne gagne l'autorisation d'abattage à la ferme en France et dans toute l'Europe. C'est un combat qui menait depuis 10 ans. Alors de dire que ça va sauver l'élevage, sûrement pas. Faut pas dire, attention, hein, ça résout pas le problème du prix des parts fermes. Mais c'est très très important ce combat-là parce que ça vise à essayer de créer un circuit parallèle pour pas laisser dans les mains de Bigard et de la Copper Lampeur, notamment, je cite ces deux-là, ou Agrial maintenant qui commence à se développer, il ne faut pas laisser la main à des multinationales du syndicat FNSEA pour contrôler le prix des parts fermes. Donc l'abattage à la ferme, ça ne va pas être révolutionnaire dans un premier temps, mais ça peut être un des outils pour reprendre de l'autonomie. Après, il y a un budget à mettre en place, ça se calcule, ça se fait pas comme ça. Il y en a qui ont essayé, qui n'ont pas réussi, parce qu'attention, derrière, il y a une question de moyens et de finances et d'adapter les outils en fonction du ratio d'animaux qu'on va sortir. C'est toujours pareil. Mais au moins, bravo à la Confédération paysanne, au moins ils ont le mérite, quel que soit ce que va devenir ce projet-là, ils ont le mérite d'essayer, je dis bien d'essayer, de sortir des griffes des abatteurs, hein, des grosses structures d'abattage, qui ont la main sur le prix des parts fermes. Donc je les remercie. Ensuite, quelques nouvelles importantes en ce début d'année, très importantes. Le modèle financiarisé dont je vous ai parlé dans beaucoup de vidéos continue. Il continue, il n'a pas l'intention de s'arrêter, je vous rassure. Peut-être certains me diront qu'il s'accélère, je ne sais pas s'il s'accélère, mais il ne ralentit pas. Donc ils ont mis en place, c'est très récent ce que je vous dis, je ne vais pas vous donner les noms, je vais attendre qu'ils soient officiels, mais je les ai déjà les noms. Le réseau bancaire a mis en place un fonds de garantie avec 4 coopératives en France. C'est quoi ce fonds de garantie? Vous savez qu'il y a beaucoup de difficultés économiques dans les exploitations puisqu'on n'est pas reconnu dans notre métier à travers les prix. Ils ont mis en place un fonds de garantie parce qu'il y a quand même des défauts de paiement. Il y a des gens qui déposent le bilan, il y a des liquidations. Alors vous allez me dire, ils ont pris des garanties sur nos exploitations, sur le cheptel, des varans, sur le foncier, tout ça. Oui, mais ça ne suffit pas toujours. Ça arrive des fois qu'il en manque. Alors ces gens-là ne sont pas faits comme nous. Nous, on est fait pour travailler tous les jours de l'année. Nous, c'est pas grave si on gagne pas d'argent. C'est même pas grave si on en perd. Vous le savez, ça. Le paysan, il n'est pas considéré. Mais eux, ces gens-là, ils perdent pas d'argent. Hein. Vous n'allez pas voir un réseau bancaire où des coopératives perdent de l'argent. Non, ça n'existe pas, ça. Donc, ils sont en train de mettre en place un fonds de garantie. Il est mis en place, il est mis en place. Bien sûr, qui va le payer? C'est nous. Hein. C'est vous quand vous allez aller dans la coopérative ou quand vous allez faire travailler la banque. J'ai les noms des banques déjà qui sont dedans. Hein, voilà. Donc moi j'en fais partie de ces banques. Donc je vais alimenter moi aussi le système. Et puis les coopératives, voilà, ça sera une petite part qui sera prise sur l'activité. Hein, voilà. Donc je vais vous prendre un exemple concret pour bien que vous voyez où est-ce qu'on s'en va dans le modèle, où est-ce qu'on continue, pardon, pas où on s'en va, où qu'on continue dans ce modèle ultralibéral. Je vais prendre un exemple. Ils vont lever, mettons, 100 millions d'euros de fonds de garantie. Hein. Sur ces 100 millions d'euros, il y en a peut-être 20 millions d'euros qui vont servir, mettons, par an. C'est un exemple que je vous prends, pour les défauts de paiement. Donc c'est nous, à travers nos cotisations en achetant les produits, qu'allons garantir les défauts de paiement quand il y aura des défauts de paiement envers les coopératives ou envers le réseau bancaire. D'accord ? Les gens qui seront adhérents à ces coopératives-là, s'ils veulent de la marchandise et qu'ils ont des retards de paiement, ils seront, bien sûr, ils pourront acheter qu'à la coopérative, mais c'est déjà comme ça aujourd'hui, sans le fonds de garantie. Hein. Et après, ils auront collecté 100 millions, ils en auront besoin de 20, parce qu'ils prendront une bonne marge de sécurité. Avec cette différence, l'argent, ils vont pas la laisser à dormir. Hein. Ils vont refaire des petits, ils vont faire du placement, ils vont faire de la création monétaire sur le dos des paysans qui travaillent parce qu'ils ont bien compris que les taux se resserrent
et il y a de plus en plus d'endettement dans les exploitations. À l'heure où je vous parle, j'ai pas les statistiques au 1er janvier 2024, mais avec les croisées de données de la MSA, je peux vous dire qu'on doit être descendu en dessous de 280 000 exploitations. Je dis bien exploitations, pas exploitants. Si vous voulez le nombre d'exploitants, il faut rajouter à peu près 90 000, d'accord? Sans l'outre-mer. L'outre-mer, ils sont 18 000 environ, exploitants. Donc 280 000, c'est quoi l'enjeu? Ça va continuer. La restructuration à marche forcée va continuer. Je pense que si rien ne les arrête, si personne n'arrête ce système fou, on peut voir assez rapidement, à horizon une petite dizaine d'années, ça peut être 10 ou 15 ans, je ne peux pas vous dire, de façon précise, 130 à 150 000 exploitations en France. Ça veut dire que 280, à peine 280, vous voyez, il y en a probablement assez rapidement 150 000 exploitations qui vont encore dégager. Tout ça pour reconcentrer des outils. Donc comme on va reconcentrer des outils, certains ont qu'une envie, c'est de s'agrandir, donc ils vont s'agrandir. Qui dit agrandissement dit endettement, d'où fonds de garantie qu'ils mettent en place, parce que les structures sont de plus en plus grosses et elles sont en difficulté exactement comme les moyennes et les petites. C'est pas une histoire de taille d'exploitation. Simplement, quand un lot important de grosses exploitations est en difficulté, s'il y en a une dizaine d'un coup qui se mettent en liquidation judiciaire, il n'est pas évident qu'ils retrouvent les fonds qu'ils ont mis, les banques et les coopératives. D'où ce fonds de garantie qui va être mutualisé aux agriculteurs. Donc vous avez compris, le système libéral, il est parfait pour ceux qui le soutiennent, hein, vous avez vu. Il mutualise les pertes et les bénéfices qu'il engrange nos coopératives et les banques, ou les assurances, eh ben, ils se les gardent pour eux. Ça, je crois que vous le saviez déjà, mais là, c'est une preuve de plus. Alors ensuite, toujours dans la continuité du problème économique, je veux vous dire que la situation, oui, je vous confirme, elle s'aggrave, mais ça, vous le savez, j'ai pas besoin de vous le dire. Vous avez un compte d'exploitation, vous devez le voir. Il y a de plus en plus de matériel en leasing. Il y a maintenant des robots de traite en leasing, voire même du matériel de traite. Voilà. Ce qui n'existait pas quand même il y a 20-30 ans. Voilà. Donc on recule toujours. C'est-à-dire que quand le gars ne peut pas avoir le financement, eh ben on va l'intégrer par un leasing ou autre chose. Donc le libre-échange, c'est bien le pire des modèles. Ça, il n'y a aucun souci avec ça. Hein. L'autarcie, c'est la catastrophe. Le libre-échange, c'est la catastrophe. La seule solution, c'est la coopération entre les États, c'est la charte de la Havane. Et ce libre-échange, qu'est-ce qu'il fait? Il met en souffrance les salariés, les paysans, bien sûr. Nous, on est mis en compétition, voilà. Hein. Et il utilise l'immigration. On utilise les immigrés comme bouc émissaire ou pour les faire venir quand on en a besoin. C'est le cas dans les vignobles, c'est le cas un peu dans les exploitations agricoles, c'est le cas dans le maraîchage, c'est le cas dans l'horticulture ou autre. Pourquoi? Parce que le libre-échange nous empêche de reconnaître un prix des parts fermes adossé à des coûts de production. Donc comme nous, en tant qu'exploitants, un maraîcher ou un horticulteur, il ne peut pas faire valoir son prix réel de coût de production, ben, il essaye de tirer sur tous les postes, et le poste personnel fait partie des postes sur lesquels il essaye de tirer. Donc la population étrangère, même qu'elle est payée au SMIC français, certains font plus d'heures, on le sait, voilà, et ça évite d'augmenter les salaires, hein, pour les travailleurs français qui sont dans une entreprise depuis 15, 20 ans ou 30 ans, puisque c'est bien connu, il y en a qui ont passé leur vie au SMIC dans des exploitations agricoles ou dans des usines. Donc le modèle libéral est bien l'exploitation de l'homme par l'homme. Alors là-dessus, je ferai une parenthèse, je vois des gars qui m'envoient des mails en tapant sur les immigrés. Alors les immigrés ou les feignants, je vous m'envoyais, voilà, le problème de la France, c'est qu'il y a des gens qui veulent pas travailler. Alors des gens qui veulent pas travailler, ça a toujours plus ou moins existé, hein, évidemment, dans tous les pays du monde, d'accord? Alors simplement, si on veut être assez rationnel et aller voir les chiffres sur le produit intérieur brut de la France qui est autour de 2642 milliards d'euros maintenant, si on prend les gens qui ne veulent pas travailler, qui n'ont jamais travaillé, pas ceux qui ont travaillé et qui se retrouvent au chômage, parce qu'eux, ils ont cotisé. Donc ils ont cotisé, ils ont l'assurance chômage, ça c'est autre chose. Si on fait une case et qu'on grossit le trait
et qu'on part du principe que ceux qui ont toujours été au RSA et tout ça, ce sont délibérément des feignants, et qui ont envie de nuire à notre pays et que c'est des feignants, ce qui n'est pas le cas, mais je grossis le trait, c'est pour vous donner une ordre de grandeur de ce qui se dit sur les réseaux, en admettant qu'ils soient tous feignants, ces gens-là, hein, au RSA et tout, ça représente 5 milliards d'euros sur les 2642 milliards d'euros. Alors, vous allez me dire 5 milliards d'euros, ça fait beaucoup d'argent. En admettant qu'ils soient tous feignants, ce qui n'est pas vrai. Donc ça ne peut pas être 5 milliards d'euros, mais j'ai grossi le trait. Pourquoi j'ai grossi le trait? C'est pour vous faire comprendre qu'en parallèle, les feignants, les autres feignants, je vais vous dire qui c'est les autres feignants, c'est les gens de la finance qui, eux, captent 340 milliards d'euros chaque année sur le produit intérieur brut de la France, les 2642. Eux, ils ne prélèvent pas 5 milliards comme les soi-disant feignants, mais 340 milliards chaque année. Et eux, ce sont également des feignants. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils touchent cet argent-là sans travailler. C'est les ordinateurs qui font le calcul. D'accord? Ça s'appelle de la spéculation, ça s'appelle de la rente. De la rente, qui est liée au modèle économique. Donc vous ferez le calcul, pour ceux qui m'envoient des SMS. Moi, entre taper sur les feignants, je ne défends pas les feignants, hein, attention, je suis pour les gens qui travaillent, mais entre 5 milliards et 340 milliards, mon choix, il est vite fait. Je commence par regarder les 340 milliards, si on ne peut pas les récupérer, pour remettre à niveau nos hôpitaux, pour ramener de l'argent dans l'agriculture, pour refaire nos routes, etc., etc. Je tape dans les 340 milliards, parce que dans les 5, je peux taper dedans, hein, effectivement, hein, mais dans les 340, c'est des feignants, je vous confirme, ils ne travaillent pas, c'est les ordinateurs qui font le mode de calcul. C'était une parenthèse pour ceux qui m'avaient envoyé ces questions-là. Donc de plus, ce modèle-là économique, je ne vous en avais pas parlé dans les vidéos précédentes, mais ce modèle de libre-échange, un autre élément important vient se greffer à ça, c'est l'histoire des monnaies. Parce que les monnaies servent d'armes. La monnaie est une arme économique. C'est-à-dire que les Chinois l'ont fait, ils le font encore, mais ils ont été à un moment où ils avaient appuyé très dur sur la pédale, hein, en dévaluant le yuan. Et en dévaluant le yuan, c'est une arme de guerre pour exporter. Plus la monnaie elle est dévaluée, plus on a de puissance à exporter et à prendre des parts de marché. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est contraire, totalement contraire à la charte de la Havane, qui est la coopération entre les États et qui oblige à l'équilibre de la balance des paiements. Alors, à partir du moment qu'il y a l'équilibre de la balance des paiements, ils ne peuvent plus jouer avec leur monnaie. Même qu'on n'a pas la même monnaie, la charte de la Havane rééquilibre tout ça. Le problème, il est résolu. Voilà. Donc, quand on nous dit qu'il n'y a pas d'autre solution, mais bien sûr que si, qu'il y a d'autres solutions. Alors, est-ce qu'on peut mettre en place la charte de la Havane? Oui. S'il y a des changements politiques à venir dans les années à venir, on peut démarrer à faire de la coopération avec quelques États. C'est la revendication des gens qui sont dans les partis souverainistes, de droite comme de gauche, hein. C'est de reprendre la souveraineté de la France. Et pour reprendre notre souveraineté, il faut dire non à cette Europe de Bruxelles. Terminer ces traités de libre-échange. Et pour ça que fonctionne, il faut certes une souveraineté vis-à-vis de l'Europe, nous faut également, pour avoir notre souveraineté populaire, et pour qu'une souveraineté populaire fonctionne, il faut du social. Voilà. C'est incompatible si en même temps il n'y a pas une politique sociale, s'il n'y a pas des hôpitaux, s'il n'y a pas de la sécurité, s'il n'y a pas une alimentation saine et des agriculteurs qui sont protégés par un modèle économique d'échange, de coopération. Pas des frontières, les échanges continuent, mais sous la base de la coopération. Et non pas sur la base du moins-disant social et du libre-échange. Voilà. Alors, dans l'attente, parce que vous allez me dire, les changements politiques, ils ne sont pas arrivés pour demain, parce qu'on est loin d'être majoritaire en tenant des propos comme ça, en disant qu'il faut sortir des traités de libre-échange et de cette Union européenne qui
à la main sur les États membres et qui nous dictent les politiques que nous devons mener dans nos pays. Dans l'attente, le travail a déjà été commencé par de nombreux agriculteurs. Nous, au SAMU, on a des groupes qui y travaillent depuis l'année dernière, depuis plusieurs années, etc., etc. On va mettre les bouchées doubles en 2024 parce qu'il y a des jeunes qui nous rejoignent au niveau du mouvement. Il faut quand même pas mal de personnel pour conduire ces projets-là. Il faut développer, on les appelle les circuits courts, mais je ne crois pas que c'est le bon mot, c'est plus large que les circuits courts. Il faut développer les systèmes qui vont de l'agriculteur au consommateur. Il faut que les consommateurs y soient acteurs de ce modèle, de façon à court-circuiter toutes ces multinationales qui existent et qui nous privent de la rémunération. Dans ce modèle-là, on n'aura jamais de rémunération. Le libre-échange nous empêche d'être rémunérés. Ce qui compte, c'est le prix des parts fermes, vous le savez aussi bien que moi. Vous m'avez envoyé des mails en parlant des normes et de la hausse du gasoil. C'est un faux problème, la hausse du gasoil. Ça, c'est peanuts. La hausse du gasoil, les entrepreneurs, ils l'ont. Les chauffeurs routiers, ils l'ont. Dans le bâtiment, ils l'ont. C'est remis sur le carnet de facture. Point. Nous, le carnet de facture, on ne l'a pas. Il nous a échappé. Il a été pris par la coopération agricole et les multinationales privées. C'est le modèle économique, le schéma qu'il faut redessiner. Les taxes en interne qui sont propres au pays, on ne va pas les réformer. Les autres métiers, ils les ont, les taxes. On ne va pas les réformer. Ce qu'il faut qu'on réforme, c'est qu'on reprenne ce qu'on nous a volé, ce qui nous appartient, qui est notre valeur ajoutée. Et pour reprendre notre valeur ajoutée, il faut sortir de ce modèle économique. Dans l'attente d'en sortir, parce que vous êtes comme moi, vous savez très bien que le rapport de force, il est de l'autre côté, hein, puisqu'il arrose, les multinationales arrosent des collabos qui nous représentent, d'où l'intérêt. Hein, certains ont des très beaux projets, ça s'accélère. J'ai pas dit que c'était facile, parce que le problème, il faut lever des fonds, hein, il faut des moyens, hein, faut parfois des moyens. On peut faire des petits projets, mais si le projet il est un peu collectif, à l'échelon d'un territoire, il faut des moyens. Et il faut des moyens tout en gardant son indépendance. C'est ça le vrai mot. C'est le mot autonomie et indépendance. Donc, il faut recréer des projets en local pour déjà ne pas attendre que tout le monde soit mort. Parce que là, si on reste comme ça, on va tous y passer dans ce modèle-là. On va tous être intégrés. Tous être intégrés. Une partie déjà sont totalement intégrés, les agriculteurs. C'est la raison pour laquelle personne ne veut venir témoigner quand je fais des sujets sur le porc, le lapin et autres. Personne ne veut venir témoigner parce que tout le monde est intégré. Voilà. Donc si le gars il parle, il prend la porte. Donc d'où l'importance, les maîtres mots 2024, autonomie, indépendance. Je vous en reparlerai, autonomie pour les terres. On travaille avec des gens maintenant qui ont développé ce qu'on appelle la bioélectronique. Il existe des méthodes pour travailler en céréales comme en élevage où on peut utiliser très peu de produits phytosanitaires, je dis bien très peu, voire plus du tout. Mais ça se fait pas en une année. C'est tout un processus. Voilà. Personne ne vous donne ces informations-là, bien sûr. Personne ne va vous les donner parce que ça ne fait pas tourner le business. Bon. Je vous dis merci. On rattaque l'année. Ne baissez pas les bras. Envoyez-moi des mails et dans la mesure du possible, j'essaierai d'y répondre. Bon courage et on repart pour une année de combat. À bientôt.